Bonjour, je m'appelle Bradan. Et pendant 10 ans, mes parents ont agi comme si je n'existais pas. Pas d'appel, pas d'anniversaire, pas même une ligne dans la nécrologie quand ma grand-mère est morte. Mon père m'a un jour regardé droit dans les yeux et a dit « Tu es une tache sur notre nom ». Mais le mois dernier, au moment où mon visage est apparu à la télévision en tant que PDG d'une entreprise de 100 milliards de dollars, ils se sont présentés en souriant. Réunion de famille à 16 heures, ont-ils dit. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je savais déjà tout. Et à la fin de cette réunion, eux aussi le sauraient. Alors dites-moi, que feriez-vous si les personnes qui vous ont élevé essayaient de vous effacer? Le matin après l'interview télévisée, je suis arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. L'air du centre-ville de Chicago était vif. Le genre d'air qui vous donnait l'impression que tout était possible, même de prétendre que 10 ans de silence n'avaient pas d'importance. Les portes en verre de Koenig Systems se sont ouvertes automatiquement, et le réceptionniste m'a fait un signe de tête comme si j'étais une célébrité. Je suppose que, d'une certaine manière, j'en étais devenu une du jour au lendemain. Le PDG d'une société de 100 milliards de dollars. Le roi de la tech le plus discret d'Amérique, c'est comme ça qu'il m'appelait. Cette partie était vraie. Je n'ai jamais aimé le bruit. Bonjour, monsieur Koenig. L'interview d'hier soir. Vous avez assuré, a dit un des jeunes managers alors que je traversais le hall. Je lui ai fait un rapide signe de tête. Poli, efficace, détaché. Alors que j'attendais l'ascenseur, leurs voix ont résonné à nouveau. Pas celles des gens dans le hall. Les leurs. Tu es une honte inutile pour cette famille. Il y a 10 ans, lors d'un barbecue familial. J'avais juste dit que je voulais abandonner mes études de droit pour construire quelque chose de réel, quelque chose à moi. La voix de mon père avait fendu les rires comme un couperet. Je n'avais pas pleuré. Je suis juste resté là, à fixer l'homme qui m'avait tout appris sur le silence, mais rien sur le soutien. L'ascenseur s'est ouvert. Je suis entré, seul. À l'étage. Mon assistante m'a accueilli à la réception devant la suite de la direction. Monsieur Koenig, il y a 2 visiteurs qui attendent dans le salon. Pas de rendez-vous, pas de message. Ils ont dit qu'ils attendraient. J'ai légèrement penché la tête. Leur nom? Ils ne les ont pas donnés, mais je pense que vous les reconnaîtrez. Quelque chose de froid s'est installé au fond de ma gorge. Je ne savais pas si c'était de l'incrédulité ou de l'instinct, ou si c'était même encore différent. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers le salon, mais pas délibéré. La porte s'est ouverte avec un léger clic. Et ils étaient là, ma mère et mon père. Les 2 mêmes personnes qui n'avaient pas envoyé la moindre carte pendant une décennie. Les 2 mêmes personnes qui avaient agi comme si j'avais cessé d'exister au moment où j'avais cessé d'obéir. Ma mère portait des boucles d'oreilles en perles que je n'avais jamais vues auparavant. Chère, neuve. Son sourire était trop large, trop répété. Mon père était assis, les épaules en arrière, comme s'il croyait encore pouvoir commander n'importe quelle pièce où il entrait. Ce tour aurait pu marcher dans ces comités d'église, mais pas ici. Ils se sont levés quand je suis entré, comme si nous étions de vieux amis se retrouvant après un malentendu. Bradan, a dit ma mère en s'avançant. Je n'ai pas bougé. Mon père s'est éclairci la gorge. Réunion de famille à 16 heures. Sois là en avance. Pas une question, pas une demande, un ordre, comme au bon vieux temps. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti petit sous son regard. J'ai remarqué que ses chaussures n'étaient pas cirées, que son costume avait une légère tache près du poignet, qu'il essayait de s'accrocher à une autorité qui ne lui appartenait plus. Ma mère serrait son sac à main des 2 mains, ses doigts se crispant toutes les quelques secondes. Je ne savais pas que nous utilisions encore le mot famille, ai-je dit, ma voix égale. Ils n'ont pas bronché. Ils ne se sont pas excusés. C'est important, a ajouté mon père. Tu devrais être là. Comme si les 10 dernières années avaient été une sorte de décision mutuelle, comme si leur silence n'avait pas été un verdict, une sentence prononcée sans procès. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste regardés sortir du salon, passer devant l'assistante, qui se demandait probablement pourquoi ma mâchoire était crispée, pourquoi mes mains étaient formées en points lâches le long de mon corps. Ils n'ont pas regardé en arrière. Cela m'a tout dit. Les gens ne débarquent pas de nulle part à moins de vouloir quelque chose. Mes parents n'étaient pas venus pour renouer les liens. Ils étaient venus parce que les caméras tournaient maintenant,
parce que le fils qu'ils avaient rejeté était redevenu utile. Je suis retourné à mon bureau, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai expiré lentement. Sur mon bureau se trouvait une petite enveloppe de couleur crème. Il l'avait laissée. Pas de nom, pas de sceau, juste un poids. Je l'ai fixée pendant quelques secondes avant de la glisser dans un tiroir, intacte. Certaines portes, une fois rouvertes, ne se referment pas si facilement. Ce soupçon est devenu indéniable au moment où j'ai ouvert l'enveloppe qu'ils avaient laissée. Je ne me suis pas précipité pour la déchirer. Au lieu de cela, je suis resté assis à mon bureau, la fixant comme si elle pouvait exploser. Le bureau était silencieux, trop silencieux pour un homme qui venait d'être pris en embuscade par des fantômes. Dehors, par la fenêtre, la silhouette de Chicago brillait sous le soleil du début d'après-midi. Une ville aux arêtes vives et aux vérités plus froides. Quand j'ai finalement glissé mon doigt sous le rabat, je me sentais plus chirurgien que fils. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul article, un document juridique plié. J'ai reconnu le format instantanément. Des documents de réorganisation d'entreprise. Mon nom figurait dans le premier paragraphe, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Il y a 8 ans, ils avaient restructuré l'entreprise familiale sans me le dire, sans m'impliquer. Le document me retirait formellement de tout héritage, de toute action dans l'entreprise, et de tous les droits de vote dans les décisions futures. Ce n'était pas un brouillon. Ce n'était pas en attente. C'était déposé, tamponné et accepté, légal, définitif. Les signatures de mes parents étaient là, nettes et froides, même pas falsifiées, pas niées. Ils avaient signé cela en pleine conscience, et je n'en avais rien su. Je me suis adossé à ma chaise, sans scier. Les lumières au-dessus bourdonnaient doucement, le seul son dans la pièce. J'ai lu le document 3 fois, non pas pour le comprendre. Il n'y avait aucune ambiguïté, mais pour l'accepter. Ce n'était pas un oubli. C'était un effacement. Je n'avais pas seulement été laissé de côté. J'avais été retiré chirurgicalement, proprement, comme un problème résolu. Mon esprit a dérivé, non pas vers la colère, mais vers un souvenir si calme qu'il semblait presque fictif. J'avais 17 ans, le plus jeune de 3 enfants, passant les week-ends à réparer le système de CVC défectueux de l'atelier pendant que mes amis vivaient leur vie. Je restais tard pour équilibrer les registres à la main, croyant que je gagnais leur confiance, peut-être même un héritage. Apparemment, je m'étais écrit hors du tableau. Ils m'avaient remplacé au moment où j'avais franchi la porte. Je n'ai rien cassé, je n'ai pas maudit. Mon rythme cardiaque n'a même pas grimpé. Ce qui m'a envahi n'était pas de la rage. C'était de la précision. Ils n'avaient pas laissé cette enveloppe en guise de geste. C'était un appât, une démonstration de force, un rappel de qui ils pensaient avoir encore le dessus. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont supposé que j'étais encore le garçon qui avait supplié pour appartenir. Il y avait une clause enfouie au milieu du document, une ligne qui était plus insultante que les signatures. Les droits de bénéficiaires sont entièrement renoncés en raison de l'abandon volontaire de la famille pour des poursuites égoïstes. Volontaire. J'ai murmuré le mot à voix haute. Abandonné. Ce n'était pas fort. Ce n'était pour personne d'autre que moi. La nuit où ils m'ont mis à la porte, je me souviens être resté en haut des escaliers avec un sac de sport et nulle part où aller. Mon père ne m'a pas dit au revoir. Il a dit, ne reviens pas tant que tu n'auras pas réparé qui tu es. Ma mère n'a pas pleuré. Elle a juste détourné le regard. Mais maintenant, sur le papier, je les avais abandonnés. Ils avaient réécrit l'histoire à l'encre, et l'avaient apportée à mon bureau comme s'il s'agissait d'une mise à jour anodine. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue en bas. Les gens bougeaient, ignorant qu'à l'étage un homme venait de lire son propre effacement. Ils avaient besoin de quelque chose. C'était la seule raison de leur présence. Et s'ils sortaient des documents datant de 8 ans, cela signifiait que quelque chose dans leur monde était en train de s'effondrer. Ils n'étaient pas venus pour guérir. Ils étaient venus pour un levier. Je suis retourné à mon bureau et j'ai regardé le dossier. Je ne l'ai pas mis dans la déchiqueteuse. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai classé, non pas comme un souvenir, mais comme une preuve. J'avais besoin de réponses. Et je devais être en contrôle quand je les obtiendrais. J'irai à la réunion de famille à 16 heures, non pas parce que j'étais convoqué, mais parce que je ne jouais plus selon les règles qu'ils avaient établies. Pour la première fois, je n'étais pas seulement en colère. J'étais curieux. Qu'est-ce que vous cachez, bon sang ?
C'était la signature de mon frère, absente alors qu'elle aurait dû être au premier plan. J'ai de nouveau regardé la page, le bloc de texte en gras listant les détails de la restructuration, les signatures en bas, celle de ma mère, de mon père, mais pas la sienne. Le nom de David était imprimé là où la ligne de signature attendait, mais la ligne elle-même était vierge. Cela n'avait aucun sens. Il y a 10 ans, David était déjà listé comme copropriétaire de l'entreprise. Légalement, rien d'important n'aurait pu passer sans son approbation. Sauf si quelqu'un avait trouvé un moyen de contourner le processus ou l'avait tenu dans l'ignorance. Le document était réel. Le tampon était officiel, mais il n'était pas complet. Et dans cette absence, quelque chose a commencé à changer en moi. Il ne s'agissait pas seulement de m'exclure. Il s'agissait de cacher quelque chose à tout le monde, y compris à lui. Le silence dans la pièce semblait plus lourd maintenant. Pas seulement personnel, mais stratégique. J'ai posé le document et me suis reculé du bureau comme si j'avais besoin d'espace physique pour traiter ce que je venais de voir. J'avais toujours supposé que c'était juste moi. Qu'il m'avait mis de côté parce que j'étais le mouton noir, le rebelle, la déception. Mais si David n'avait pas signé, alors quelqu'un s'était assuré qu'il ne pouvait pas. Je pouvais sentir les années se replier en arrière, couche par couche. Ce n'était plus seulement de la trahison. C'était du calcul. Et soudain, j'étais de retour là-bas, en Ohio, il y a 10 ans, debout dans la cuisine exiguë de l'ancienne maison familiale avec le carrelage ébréché et l'odeur de café brûlé qui ne semblait jamais partir. Je venais d'apprendre que j'avais reçu une bourse d'études complète, quelque chose qui aurait pu tout changer pour moi. Mais quand je leur ai annoncé au dîner, mon père a balayé ça d'un revers de la main comme si j'avais mentionné avoir trouvé un billet de 5 $. David prend de vraies responsabilités maintenant, a-t-il dit en attrapant le beurre. Nous n'avons pas besoin de distraction. Ce n'est pas ce qui m'a brisé. Pas encore. Le vrai moment est venu une semaine plus tard. J'avais passé une semaine à éplucher les factures pour comprendre pourquoi les comptes n'étaient pas équilibrés. J'ai trouvé. Un fournisseur récurrent les avait surfacturés pendant 6 mois. Discrètement, j'ai rassemblé tous les dossiers, passé les appels, arrêté l'hémorragie. Quand j'ai apporté ça sur la table pendant le dîner du dimanche, pensant que peut-être, juste peut-être, il y aurait une reconnaissance. Mon père m'a regardé, puis s'est tourné vers David. « Merci d'avoir trouvé ça », a-t-il dit en levant son verre. « Bien joué. » David avait l'air tout aussi confus que moi. Il n'avait pas touché au compte depuis des semaines. « Papa, c'était moi », ai-je dit, sans crier, juste en corrigeant. Le visage de mon père n'a pas changé. « Tu devrais être reconnaissant qu'on te laisse aider », a-t-il dit, toujours en mâchant. Ne confonds pas le travail avec la valeur. C'était ça. Pas de cris, pas d'objets jetés. Juste une phrase. Une phrase qui a construit le mur entre nous, brique par brique. De retour dans mon bureau de Chicago, j'ai murmuré, « Vous m'aviez effacé bien avant que je parte. » Et maintenant, il était clair qu'ils avaient fait la même chose à David. Cette signature manquante signifiait que quelqu'un avait pris une décision sans aucun de nous deux. Un document comme celui-ci ne bouge pas à moins que quelqu'un ne le fasse passer discrètement, avec force. Pourquoi? Pourquoi le laisser de côté? Pourquoi me laisser de côté et faire comme si j'étais parti de mon propre chef? Et pourquoi maintenant, après 10 ans, se présenter en souriant comme si de rien n'était? Parce que ce qu'il cache est en train de s'effondrer. J'ai regardé l'horloge. La réunion de famille était dans moins de 2 heures. Ce n'était pas une réunion. C'était une négociation. Et je n'y entrais plus en tant que fils. J'y entrais en tant que l'homme qu'il n'avait pas vu venir, l'homme qu'il pensait avoir enterré sous une décennie de silence. Je me suis assis, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des questions, non pas par émotion, mais par stratégie. Quand les gens réécrivent l'histoire, ce n'est jamais pour la clarté. C'est pour couvrir quelque chose. Et quelqu'un est sur le point de manquer d'espace pour se cacher. Parce que les premiers mots qu'il a prononcés n'étaient pas une salutation. C'était une accusation. Tu as abandonné cette famille et presque ruiné notre entreprise quand tu es parti, a dit mon père en se penchant en avant, sa voix stable comme celle d'un homme qui avait répété cette phrase devant un miroir plus de fois qu'il ne voulait l'admettre. Je n'ai pas bronché. La salle de conférence était silencieuse. Mon équipe de bureau avait libéré l'espace, fermé les portes en verre et nous avait laissés seuls. Juste nous 4, mes parents, mon frère David et moi.
La même composition que 1000 dîners passés depuis longtemps. Sauf que maintenant, la pièce sentait les fauteuils en cuir et l'air filtré, pas le rôti et le ressentiment. Il n'y a eu aucune excuse, pas même un soupçon de reconnaissance pour la décennie qu'ils ont passée à prétendre que je n'existais pas. Juste le blâme. Froid, mesuré, et toujours aussi moralisateur. J'ai senti cette traction familière dans ma poitrine. La vieille envie de me faire petit, de maintenir la paix, de ne pas faire de vagues. Mais cette version de moi n'est pas entrée dans cette pièce. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai dit, calme et égal, je n'ai abandonné personne. On m'a dit de partir, et vous vous êtes assuré que je reste parti. Mon père a scié, mais n'a pas répondu. Ma mère gardait les yeux sur la table de conférence, ses doigts traçant des lignes invisibles dans le grain du bois. David regardait entre nous, visiblement confus, le front plissé comme quelqu'un qui essaie de rattraper une conversation qu'il pensait comprendre, mais qui réalise soudainement qu'il ne la comprend pas. Puis le coup suivant est venu. Mon père a sorti un dossier de sa mallette en cuir et l'a fait glisser sur la table vers moi. Pas de drame, pas de précipitation, juste une autre étape d'un script qu'ils avaient déjà écrit sans moi. Je l'ai ouvert. Des lettres d'auditeurs fédéraux, des avis du fisc, des derniers avertissements de fournisseurs, une feuille de calcul saignant du rouge dans chaque cellule. L'entreprise, l'héritage familial dont il se vantait autrefois à chaque barbecue, s'effondrait. Vous avez attendu 10 ans, ai-je dit en feuilletant lentement les papiers. Et maintenant que tout s'écroule, vous venez ici. Mon père n'a pas scié. Tu as réussi maintenant. Tu nous es redevable. Règle ça. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Le même ton qu'il utilisait quand j'avais 17 ans et qu'il me jetait les clés du camion de livraison sans demander si j'avais des projets. La même voix qui a toujours supposé que j'obéirais parce que l'obéissance était attendue, pas méritée. Et c'est là que ça m'a frappé. Il n'était pas venu pour la réconciliation. Il n'était pas venu pour expliquer, s'excuser, faire la paix. Ils étaient venus pour un sauvetage parce qu'ils croyaient que je leur devais encore quelque chose. Parce que dans leur esprit, mon succès n'était pas le mien. C'était un outil qu'ils pouvaient encaisser. Comme une vieille obligation d'épargne qu'ils avaient oublié d'avoir. À l'intérieur, une tempête de validation amère tourbillonnait. Non pas parce que je voulais cet échec pour eux, mais parce que cela prouvait ce que j'avais soupçonné depuis le début. Je ne valais rien pour eux jusqu'à ce que je devienne quelque chose dont ils avaient besoin. Pourtant, j'ai gardé mon expression neutre. J'ai fermé doucement le dossier, les reposé sur la table et j'ai croisé les mains. Vous ne pouvez pas réécrire le passé, ai-je dit, juste parce que le présent s'effondre. Les yeux de David se sont écarquillés. Les joues de mon père ont rougi, non pas de honte, mais de la perte de contrôle. Ma mère m'a enfin regardé. Pour la première fois, vraiment regardé. Ce moment a changé quelque chose. Pendant une décennie, j'avais réagi, esquivant de vieilles blessures, essayant de ne pas rouvrir les cicatrices. Mais maintenant, je sentais le sol bouger. Je ne réagissais plus. Je menais. Et je pouvais dire que ça leur faisait peur. Pourtant, quelque chose clochait. L'effondrement de l'entreprise, la signature manquante sur les documents, la réapparition soudaine après toutes ces années. Tout ne collait pas tout à fait. Ils étaient désespérés, oui, mais il y avait de la peur derrière. Pas seulement la peur de l'échec, mais de l'exposition. Ils cachaient quelque chose. Je connaissais ce regard dans les yeux de mon père. Ce n'était pas seulement de l'urgence. C'était de la panique recouverte de fierté. Il manquait une pièce à ce puzzle, et j'allais la trouver. Mon frère m'a pris à part et m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire. Nous venions de sortir de la salle de conférence. Le mur résonnait encore de l'ordre de Notre Père, sa voix s'accrochant encore au coin comme une fumée humide. Je n'ai pas dit un mot. J'avais besoin d'espace pour respirer et apparemment David aussi. Il m'a suivi silencieusement par la sortie latérale et dans la cour derrière le bâtiment. La ville se calmait pour le début de soirée. Un froid tranquille s'était installé sur le trottoir, effleurant le début de l'hiver. Les fenêtres des bureaux nous renvoyaient la lumière dorée. Mais ici, c'était plus calme, retiré. Honnête. David avait l'air différent sous cette lumière. Pas seulement plus vieux, il l'était, bien sûr, mais plus petit en quelque sorte, moins certain. Ses épaules étaient affaissées d'une manière que je ne me souvenais pas, et les rides autour de sa bouche semblaient plus profondes que ce que le temps seul aurait pu expliquer.
Je ne savais pas, a-t-il dit à voix basse. Je te le jure, Bradan, je ne savais pas ce qu'ils avaient fait. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Il a fourré ses mains dans les poches de son manteau et a regardé les bancs vides. Papa couvre les pertes depuis des années, même avant que tu ne partes. Ça a commencé avec un mauvais trimestre, puis un autre. Il appelait ça temporaire, disait qu'on devait juste tenir bon. Mais il est devenu créatif avec les comptes. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je ne l'ai pas interrompu. Pas encore. Il a utilisé les avances des fournisseurs pour couvrir les salaires. Puis il a commencé à emprunter sur de futurs contrats qui ne se sont jamais concrétisés. Il a dit à la banque que tu prendrais bientôt les rênes des opérations. Il a fait une pause. Même après que tu sois parti. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Mon souffle s'est coupé avant que je ne m'en rende compte. Ce n'était pas seulement financier. David a continué, me regardant maintenant. Il a réécrit l'histoire. Il a dit aux gens que ton départ avait déclenché tout l'effondrement, que tu avais pris quelque chose en partant. J'ai scié lentement. Il a dit quoi? David s'est tortillé mal à l'aise. Il a dit au conseil d'administration, à la communauté, même à notre oncle Marc, que tu avais volé de l'argent, que c'est pour ça qu'il t'avait coupé les ponts. Que c'était le seul moyen de protéger l'entreprise. Mes jambes semblaient lourdes, mais j'ai atteint un banc à proximité et je me suis assis. La pierre était froide, vive contre mes paumes. J'ai baissé les yeux vers les briques sous mes pieds et j'ai essayé de comprendre la forme des mots que je venais d'entendre. Pendant une décennie, j'ai cru que le silence était leur punition. Qu'ils avaient choisi l'absence plutôt que la réparation. Mais maintenant je voyais que tout avait été construit sur un mensonge, pas seulement l'exclusion, la diffamation. Je n'avais pas seulement été effacé. J'avais été transformé en méchant. Tu ne savais pas pour le document, ai-je demandé, la voix creuse. David a secoué la tête. Pas avant aujourd'hui. Je n'ai jamais rien signé. Je pensais que tu avais juste arrêté de t'en soucier. Cette partie a fait mal d'une manière différente. La supposition que je les avais abandonnés alors qu'en fait, j'avais été jeté. J'ai hoché la tête lentement, essayant d'empêcher mes pensées de s'effilocher. Pendant des années, une partie de moi s'était demandé, avait chuchoté dans le noir, que peut-être ils avaient raison, que peut-être j'aurais dû rester plus longtemps, essayer plus fort, que peut-être mon départ était une sorte d'échec dont je ne me remettrais jamais. Et maintenant je devais affronter le fait que tout, ma culpabilité, ma distance, mon silence, avait été construit sur de la fiction. Tu n'as rien dit à personne, ai-je demandé. Je l'ai cru, a dit David. On l'a tous cru. Il l'a fait sonner si raisonnable, comme si tu étais juste parti avec ta fierté sans jamais regarder en arrière. J'ai regardé le sol, sciant fort. Le vent s'est levé légèrement, assez pour faire bruisser les feuilles mortes autour de mes pieds. Et maintenant, ai-je dit. David a expiré, ses épaules s'affaissant davantage. Maintenant, nous sommes à quelques jours de l'effondrement. Le fisc rôde. Les clients se retirent. Et papa, il pense que tu peux tout réparer. Que ton nom peut tout calmer. Bien sûr qu'il le pense. Il écrit toujours l'histoire. Sauf que maintenant, je suis l'arche de la rédemption. Il pense que si tu signes, a dit David doucement, il pourra prétendre que tu n'es jamais vraiment parti. Que tout ça n'était qu'un désaccord familial. Que tu reviens pour arranger les choses. J'ai ri une fois, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Donc, je suis censé être le fils prodigue. Sauf que je ne suis jamais parti. J'ai été poussé, puis dépeint comme un voleur, et maintenant il veut que je balaie les cendres avec le sourire. David n'a pas discuté. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Pendant longtemps, j'avais porté le poids d'être celui qui était parti. J'ai essayé de me convaincre que c'était justifié. Mais une partie de moi s'est toujours demandé si je les avais laissés tomber, si je l'avais laissé tomber. Maintenant, je voyais clairement. Il ne m'avait pas perdu. Il m'avait jeté, puis avait menti sur la raison. Et ce faisant, il m'avait confié un fardeau que je n'étais jamais censé porter. David s'est assis à côté de moi mais n'a pas parlé. Il a juste laissé tout cela s'installer comme seuls les frères peuvent le faire parfois. Finalement, j'ai parlé, doucement mais clairement. Je ne sais même plus qui je suis censé être, ai-je dit. Le fils que vous avez enterré ou l'homme que je suis devenu sans vous?
Aucun de nous n'a rien dit après ça. La vérité avait pris toute la place. Et c'est là que mon téléphone a vibré avec un message qui a brisé ce qui restait de mon doute. J'ai baissé les yeux. C'était de Miranda, ma directrice financière. Objet, urgent. Tu dois voir ça. Pas d'explication, juste une pièce jointe PDF. Je l'ai ouverte. Au moment où le document s'est chargé, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Mon nom était là, imprimé en haut. En dessous, une signature scannée, supposément la mienne, supposément datée d'il y a 10 ans, supposément garantissant un prêt conséquent pour l'entreprise familiale, mais rien de tout cela n'était réel. La signature avait l'air précipitée, comme quelqu'un essayant d'imiter une écriture de mémoire. La date ne correspondait pas à la chronologie. Et le tampon du notaire, il provenait d'un comté où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai fixé l'écran, sciant à peine. Mon pouls a ralenti, pas accéléré. Une étrange clarté a pris le dessus, le genre qui apparaît juste avant une tempête. Quelqu'un avait falsifié mon nom. Et pas récemment. Ils ont fait ça quand j'étais encore sous le choc d'avoir été rejeté, quand je n'avais rien. Pas de bien, pas d'entreprise, pas de levier, juste du potentiel, juste le silence. Mais même à l'époque, ils posaient les bases non pas pour me faire revenir, mais pour me piéger. J'ai murmuré pour moi-même. Ils avaient planifié ça avant même que je parte. J'ai relu le document, cette fois plus lentement, ligne par ligne. Il décrivait mon rôle supposé de garant d'un prêt commercial lié à l'une des filiales maintenant défuntes de notre famille. Le langage était clair. Si l'entreprise faisait défaut, le fardeau me reviendrait. Et maintenant, une décennie plus tard, avec mon nom respecté dans les cercles financiers, avec des actifs à mon nom, avec la confiance du public bâtie par le sang et la sueur, maintenant cette signature pourrait signifier de réels dommages. Ils ne m'avaient pas seulement exclu. Ils avaient ancré leur échec à mon dos et espéré que je ne le verrais jamais venir. Je me suis levé. La cour derrière mon bâtiment s'était assombrie à mesure que le soir s'installait. Les lumières de la ville s'allumaient à travers la skyline, et le bourdonnement du trafic lointain fournissait un rythme constant. J'ai inspiré par le nez, lentement et profondément. Puis je suis retourné par l'entrée des employés, dans le couloir qui menait à ma suite de direction. Le bureau s'était vidé. Juste le faible bruit des aspirateurs à un autre étage et le claquement occasionnel d'une chaussure résonnant au loin. À mi-chemin du couloir, mon téléphone a de nouveau vibré. Miranda. J'ai décroché. J'ai vu le fichier, ai-je dit. Sa voix est sortie, tendue. Il y a plus. Quand j'ai poussé la porte de mon bureau, elle était déjà là, tablette à la main, le visage pâle. J'ai lancé un audit de sécurité, a-t-elle dit, parce que j'avais un mauvais pressentiment sur les journaux d'accès cette semaine. Elle a tourné la tablette vers moi. Elle montrait une liste de téléchargements horodatés, étiquetés et signalés en rouge, données confidentielles, projections pour les investisseurs, brevets en attente, stratégie d'acquisition, tous accessibles via un identifiant d'employé qui n'était plus actif depuis avril. Quiconque a utilisé ce compte n'a rien touché d'autre, il a juste exporté des fichiers et les a envoyés ici. Elle a tapé à nouveau sur l'écran. Une adresse email est apparue. Un compte Gmail personnel appartenant à l'avocat de mon père. Je n'ai pas bougé, pas tout de suite. En moi, quelque chose s'est effondré, mais pas de la même manière qu'avant. Pas comme le choc de la trahison ou la piqûre de vieilles blessures se rouvrant. Non, c'était plus net, plus propre, plus concentré. Ils ont utilisé ma propre entreprise, ai-je dit doucement. Ils sont entrés dans mon système. Ils ont puisé dans nos coffres. Ils savaient exactement quoi chercher. Miranda a hoché la tête. Je pense que quelqu'un à l'intérieur les a aidés. Les identifiants utilisés ne donnent pas seulement l'accès. Ils nécessitent une authentification à 2 facteurs. Quelqu'un a dû leur donner les clés. J'ai serré la mâchoire. Toutes ces années, ils ont prétendu que je les avais abandonnés. Que j'étais égoïste, ingrat. Mais dans mon dos, ils avaient planifié, posé des pièges, réécrit la vérité pour l'adapter à la version de l'histoire qui leur convenait. D'abord l'effacement légal, puis le mensonge sur l'argent volé. Maintenant ça, une signature falsifiée et de l'espionnage industriel. Ils ne voulaient pas la réconciliation. Ils voulaient le contrôle. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai tiré la chaise et je me suis assis. La tablette brillait toujours sur la table à côté de moi. Verrouille tout,
ai-je dit. Miranda a scié. Tu veux dire tout? Les serveurs, les autorisations d'accès, les emails du personnel. Je veux un gel de tous les fichiers sortants à partir de maintenant. Je veux que chaque trace soit suivie, chaque faille identifiée, et je veux que le service juridique soit briefé dans l'heure. Elle a hésité. Bradan, s'attaquer à ta propre famille, ce n'est pas quelque chose dont on peut revenir. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose changer en moi pour de bon. Ils ne se sont pas seulement attaqués à moi, ai-je dit. Ils s'en sont pris à mon travail, à mes employés, à mon nom. J'ai tapé une fois sur l'écran, le faux document toujours ouvert. Cette signature n'est pas la mienne, ai-je dit. Mais la prochaine le sera. Miranda n'a rien dit, mais je pouvais voir la détermination s'installer en elle aussi. J'ai repris mon téléphone, fixant une dernière fois le fichier falsifié. Chaque courbe de l'encre ressemblait à une cicatrice que je n'avais pas vue jusqu'à présent. Il pensait que je resterais silencieux. Il pensait que je les protégerais, même maintenant. Mais je n'étais plus un garçon. Et il venait de me rappeler qui j'étais devenu. Toujours assis dans le calme de mon bureau, je fixais le document falsifié qui brillait sur mon écran, un écho de tout ce que je pensais avoir enterré. Puis un autre message est arrivé. Celui-ci n'avait pas d'objet, juste un fichier audio avec une courte légende en dessous. Tu dois entendre ça. J'ai hésité, les doigts planant au-dessus du bouton de lecture. Puis j'ai cliqué. Les premières secondes étaient du statique. Puis une vidéo granuleuse, une lumière fluorescente faible. Une pièce que je ne connaissais que trop bien. L'ancien bureau arrière de l'usine de fabrication familiale. Celui où je balayais le sol pour 5 $ la semaine et une tape dans le dos qui venait rarement. La caméra était inclinée vers le bas, probablement cachée sous un bureau. À la tête de la table était assis mon père. À côté de lui, ma mère, puis mon frère. Je ne respirais plus. La voix de mon père a tranché comme une lame émoussée. Si l'entreprise coule, a-t-il dit, on lui met tout sur le dos. Il est jetable. Et franchement, il nous le doit. J'ai senti le poids de cette phrase s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas fort. Ça ne m'a pas fait tressaillir. Ça m'a juste gelé comme de la glace se propageant dans la moelle de mes os. La voix de ma mère a suivi, tendue, composée. Je ne veux pas qu'il soit traîné en justice. Mais si les créanciers ont besoin d'un nom, il est le choix le plus logique. Il n'est pas là. Il ne peut pas se défendre. Le rire de mon frère a suivi. Il ne le saura jamais. Et s'il le sait, tant mieux. Peut-être qu'il apprendra ce que signifie la loyauté. J'ai mis la vidéo en pause. Le silence autour de moi était plus fort que l'enregistrement. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une dispute de famille qui avait dégénéré. C'était une stratégie. Froide, calculée, efficace, comme si j'étais une ligne sur une feuille de calcul qu'il pouvait radier. Il ne m'avait pas seulement effacé. Il s'était préparé à me détruire. J'ai relancé la lecture, me forçant à regarder, à écouter, non pas pour en souffrir, mais pour le confirmer. Il ne s'agissait plus de ressentiment. Il s'agissait de la vérité. La dernière image de la vidéo. Mon père se penchant en arrière, les bras croisés, un sourire suffisant vacillant au coin de sa bouche. C'est le maillon faible. Il l'a toujours été. J'ai fermé l'ordinateur portable. Et pour la première fois, cette insulte ne m'a pas atteint parce que je savais qui j'étais maintenant. L'homme que j'étais devenu avait dépassé l'ombre qu'ils avaient essayé de jeter sur moi. Je n'étais pas leur maillon faible. J'étais leur plus grande menace. Une vibration a rompu le silence. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, j'ai presque appuyé sur ignorer. Puis quelque chose en moi a dit, non. J'ai répondu. Bradan. La voix était rauque, plus vieille que dans mon souvenir, mais reconnaissable. C'est Rowan. Rowan est, mon cousin, celui qui avait disparu de la famille sans laisser de traces il y a 12 ans. Pas d'explication, pas d'adieu, juste parti. Rowan, ai-je dit avec prudence. J'ai vu ton visage aux informations aujourd'hui. PDG d'une entreprise de 100 milliards de dollars, a-t-il dit, sa voix stable mais lasse. On dirait que tu as fait plus de chemin que n'importe lequel d'entre eux ne s'y attendait. Je n'ai pas dit un mot. Il a continué,
je n'ai pas disparu parce que je le voulais. Je suis parti parce que ton père a essayé de me faire ce qu'il essaie maintenant de te faire. Je me suis redressé. De quoi tu parles? J'ai les dossiers, a-t-il dit. Email, lettres, enregistrements, tout. Je les ai gardés pendant des années, la preuve qu'ils ont toujours rejeté la faute, enterré les erreurs et, si nécessaire, préparé quelqu'un de plus jeune pour prendre le blâme. Je me suis penché en arrière. J'ai expiré lentement, mon corps semblait plus lourd, comme si la gravité avait augmenté d'un cran. Ce n'était pas juste toi, a-t-il ajouté. Ils l'ont fait à ton oncle avant qu'il ne perde l'entrepôt. Ils ont essayé avec moi quand un mauvais investissement a failli couler la division A. Maintenant, c'est ton tour. Il m'aurait ruiné, ai-je dit doucement. Il le pourrait encore, a répondu Rowan. Sauf si tu agis vite. Il a expliqué le schéma. Chaque fois que l'entreprise vacillait, quelqu'un de plus jeune, de moins établi, était positionné pour absorber le choc. Pas seulement pour protéger l'entreprise, mais pour protéger le nom de la famille, la réputation, l'illusion. Pourquoi appelles-tu maintenant, ai-je demandé. Je ne savais pas à qui faire confiance. J'ai observé, attendu. Quand j'ai vu comment ils s'en sont pris à toi, pas seulement personnellement, mais à travers ton entreprise, j'ai su que tu n'étais pas juste une autre cible. Tu es le dernier. Le dernier sur qui ils peuvent essayer ça. Il a fait une pause. Je veux qu'on se voie. J'ai tout gardé caché. Je n'étais pas sûr à qui le donner jusqu'à aujourd'hui. Je suis resté silencieux un instant. Personne dans ma famille n'était jamais venu me voir sans vouloir quelque chose. Une faveur, un chèque, une porte dérobée vers mon réseau. Mais ça semblait différent. Tu as choisi un sacré moment pour revenir, ai-je dit. Mieux vaut tard que jamais, a-t-il répondu. Je savais que m'allier avec lui signifiait la guerre. Si mes parents apprenaient que j'avais leurs vieux secrets, leurs plans d'urgence, leurs squelettes enterrés, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais je savais aussi autre chose. Cette fois, j'avais un levier. Envoie-moi tout, ai-je dit. Chaque fichier, chaque document. S'ils veulent une bataille, je leur en donnerai une à laquelle ils ne s'attendaient pas, nous avons mis fin à l'appel. Quelques secondes plus tard, une notification de mail est apparue. Objet, tout ce dont tu as besoin. J'ai cliqué. Mais le premier document qui s'est chargé ne concernait pas Rowan. Il me concernait. Le titre me fixait en caractères gras et carrés. Ligne de succession révisée, Holdings Familial Reed. Tamponné, scellé, propre, légal, et juste en dessous, mon nom. Je n'ai même pas eu besoin de faire défiler pour sentir le coup de poing atterrir. Le document était daté de 3 jours après mon 18e anniversaire, la semaine où j'avais à peine pu sortir du lit, brûlant de fièvre, toussant à m'en arracher les poumons. Je me souviens encore d'être allongé sur le canapé avec une couverture sur la tête pendant que papa me tendait un presse-papier et disait, juste des papiers pour l'université. Signe en bas. J'ai signé sans regarder. Je lui faisais confiance. Mais ça, ce n'était pas un formulaire d'université. C'était le papier qui m'a effacé. Selon le texte juridique, j'avais volontairement et définitivement renoncé à tous les droits de succession, créances financières, actifs commerciaux, distributions immobilières et gouvernance au sein de l'entreprise familiale Reed. Je suis resté là pendant une bonne minute, fixant mon propre nom falsifié. Il ressemblait au mien, mais pas tout à fait. Comme quelqu'un essayant d'imiter mon écriture et échouant juste assez pour que ce soit crédible. Ce n'était pas de la négligence. C'était de l'intention, pas de l'oubli. De l'architecture. Il y avait une note de Rowan sous le fichier. Ils m'ont fait la même chose quand j'avais 19 ans. Je suis désolé que tu doives l'apprendre de cette façon. Je me suis adossé à ma chaise, les yeux fermés. Pendant un moment, je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surpris. J'étais triste. Pas le genre de tristesse qui vient avec la perte. C'était le genre qui vient avec la confirmation. Ce chagrin calme est installé quand on réalise que notre pire crainte à propos de quelqu'un était juste. Il ne m'avait pas seulement laissé de côté. Il l'avait planifié froidement, discrètement, il y a des années, et je n'avais pas été le seul. C'était un schéma, un plan directeur. Quiconque pouvait être sacrifié pour le plus grand bien du nom de famille l'était. Le brouillard en moi s'est dissipé. Je n'étais plus le gamin courant après leur approbation.
J'étais l'homme qui tenait les preuves. J'ai tout transféré, chaque fichier, chaque document scanné, à mon équipe juridique avec un seul message. Verrouillez ça. Préparez une contraction. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, on a frappé. Puis la porte s'est ouverte avant que je puisse répondre. Bradan, a murmuré mon assistante, le visage pâle. Vos parents? Ils sont en bas avec votre frère et un avocat. Je me suis levé, le cœur stable. Où? Dans le hall, souriant, saluant les gens. Bien sûr, il l'était. Je suis sorti de mon bureau et j'ai pris l'ascenseur. Chaque étage qui passait ressemblait à un compte à rebours. Quand les portes se sont ouvertes, la performance battait déjà son plein. Mon père serrant la main du réceptionniste. Ma mère riant avec l'un des gardes de sécurité. Mon frère feuilletant un magazine comme si c'était juste une visite amicale. Et puis ils m'ont vu. Mon père a écarté les bras. Fils, nous devons parler. Ce mot encore, fils. Comme s'il ne m'avait pas signé hors de sa vie par une froide journée de février il y a plus d'une décennie. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Nous sommes venus dès que nous avons entendu parler des malentendus. Réglons juste ça en famille. Mon frère a hoché la tête. On peut arranger ça. Mais tu dois coopérer avec nous, Bradan. Voilà, le sourire derrière la menace. Je n'ai pas bronché. Leur avocat s'est avancé, ajustant sa cravate, puis s'est penché juste assez près. Son ton est descendu à un murmure. Il y a eu une confusion concernant certains documents. Il est préférable pour tout le monde qu'il reste privé, discret. Ah, donc il ne s'agissait pas de se réconcilier. Il s'agissait de faire taire. Mon père a suivi, plus doucement maintenant. Tu ne veux pas envenimer les choses. Ça pourrait devenir compliqué pour nous tous. C'était ça. C'était les vrais eux. J'ai croisé son regard et j'ai dit calmement, clairement, vous avez falsifié ma signature quand j'avais 18 ans. Le visage de ma mère a perdu sa couleur. Mon frère a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Mon père a secoué la tête. Tu es confus. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai le document, ai-je dit. Et le rapport du notaire et la piste complète des fichiers divulgués. Chaque mouvement que vous avez fait via l'ancien compte d'employé, tout a été tracé. Silence, le genre qui bourdonne. Les gens à proximité ont commencé à s'arrêter. Les conversations ont ralenti. Les têtes se sont tournées. Le masque est tombé, juste pour une seconde. Mon père s'est approché. Viens dans la salle de conférence tout de suite. Parlons. Nous devons contenir ça avant que... J'ai secoué la tête. Cette fois, ce n'est pas moi qui suis contenu. Je me suis tourné vers les ascenseurs, sans me presser, sans courir. Derrière moi, ma mère m'a appelé, sa voix tremblante. Bradan, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai pas répondu parce que la réponse n'était pas pour eux. C'était pour la réunion du conseil d'administration que j'avais programmée cet après-midi même. Le seul endroit où l'émotion ne pouvait pas noyer les faits. En m'y rendant, les échos du hall s'accrochaient encore à moi. La voix tremblante de ma mère, l'avertissement de mon père, la confiance dans le sourire de leur avocat. Mais une fois que je suis entré dans le couloir menant à la salle du conseil, le bruit s'est estompé. Ma résolution, non. Quand j'ai poussé la porte, presque tous les sièges étaient pris. Les administrateurs étaient assis bien droits, les avocats regroupés avec des dossiers à la main, et la sécurité se positionnait près du mur du fond. La table polie s'étendait à travers la pièce comme une piste pour la vérité, impitoyable et froide. J'ai pris ma place à la tête. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme un fils essayant de survivre aux attentes d'une famille qui ne m'avait jamais vu. Je me sentais comme un homme enfin prêt à parler franchement. Un instant plus tard, les portes se sont rouvertes. Mes parents sont entrés les premiers, arborant des expressions qui tentaient d'équilibrer le charme et la peur. Mon frère a suivi, les épaules tendues, les yeux balayant la pièce comme s'il essayait de prendre la température avant d'entrer. Personne ne les a salués. Ils n'étaient pas ici en tant qu'invités. Ils étaient ici en tant que sujet d'une enquête. J'ai fait un geste vers les chaises libres. Veuillez vous asseoir. Nous commençons. Ils ont obéi, bien qu'à contre-cœur. J'ai posé une pile de documents sur la table, du papier épais d'encre et d'histoire. Mon avocat général a appuyé sur une touche, et le projecteur s'est allumé.
D'abord, la garantie de prêt falsifiée avec ma signature contrefaite. Des halètements ont parcouru la pièce. Puis le contrat de succession modifié, daté de l'époque où j'étais trop malade pour lire quoi que ce soit. Puis les fichiers de l'entreprise exportés vers l'email de leur avocat. Et enfin, la vidéo. Celle où mon père disait froidement que j'étais jetable. Personne n'a parlé, pas même un murmure. Un membre du conseil a finalement rompu le silence. Monsieur Reed, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Mon père s'est levé d'un bond. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est la famille qui m'a fait ça. Ma mère s'est penchée en avant, la voix douce, suppliante. Bradan, chérie, nous pouvons régler ça discrètement. Il n'y a pas besoin de tout détruire. C'est ça le problème, ai-je dit. Tout est resté silencieux pendant trop longtemps. L'avocate s'est éclairci la gorge. Étant donné la gravité de ses actions, Reed Family Holdings et sa direction seront placés sous enquête immédiate et injonction temporaire. Mon frère a frappé la table de la paume de sa main. Tu nous déchires. J'ai répondu, j'arrête ce qui nous fait du mal depuis des décennies. Deux agents de sécurité se sont approchés, non pas pour arrêter, mais pour commencer le protocole formel. Les visages de mes parents sont passés de l'indignation à l'horreur. J'ai regardé la prise de conscience les submerger. Leur contrôle avait disparu. Pendant que la salle se réorganisait, j'ai rassemblé les dossiers. Un petit bouton de manchette en argent est tombé, une boussole, celle que Rowan avait glissée à l'intérieur plus tôt. Je l'ai ramassée, sentant le poids familier. Mon grand-père me l'avait donné une fois, en disant, quand tu ne sais pas où tu vas, choisis la direction avec laquelle tu peux vivre. À l'époque, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, si. Alors que le conseil se dispersait, mon père a tenté un dernier angle. Tu penses que ça te rend fort? Te retourner contre ton propre sang. J'ai tenu la boussole entre mes doigts et j'ai répondu doucement, la force, c'est de choisir ce qui est juste, même si ça te brise. Ma mère s'est mise à pleurer doucement. Je ne me suis pas retourné. Certaines blessures ne sont pas faites pour être rouvertes. La sécurité les a escortées dehors. Miranda est restée, sa voix douce. Tu as fait la chose difficile. Ça ne fait pas du bien, ai-je admis. Ce n'est pas censé en faire. Quand je suis entré dans le couloir, le bâtiment était presque silencieux. J'ai fermé la main sur la boussole, sentant ses bords s'enfoncer dans ma paume. Je n'ai pas eu les excuses que j'avais autrefois ardemment désirées. Je n'ai pas reconstruit la famille que j'avais perdue. Et la conclusion n'était pas la fin nette avec un ruban que les histoires promettent souvent. Mais j'avais quelque chose de mieux. Une direction. Parce qu'à la fin, je n'ai pas récupéré ma famille. Je me suis récupéré moi-même.